Dans le conflit sud-soudanais, plusieurs combats ont eu lieu ces dernières semaines, provoquant un déplacement massif de la population. Situation sécuritaire tendue dans la région, nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis nous parlerons aussi du conflit en République démocratique du Congo ou à Goma, sous contrôle depuis 3 semaines du M23. La population a manifesté hier pour demander le départ de la MONUSCO, mission onusienne. C'est tout pour les titres que nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au Soudan du Sud, des combats ont eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays entre l'armée sud-soudanaise dirigée par le président Salva Kiir et les forces de l'opposition loyale au vice-président Riek Machar. Tous deux sont signataires de l'accord de paix de 2018 qui avait mis fin à la guerre civile débutée en 2013. Mais la multiplication des incidents sécuritaires ne rassure pas. Les derniers combats dans le village de Nassir, au nord-est du pays, ont fait fuir la population. Chacun donne sa version. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise du président Salva Kiir accuse les forces armées de l'opposition de constamment inciter les jeunes armés. Mais le commissaire du comité de Nassir, membre du parti Riek Machar, accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir lancé une attaque sur des civils dans le marché, provoquant de lourds combats, a-t-il déclaré. Et si les combats de Nassir n'opposent pas directement l'armée sud-soudanaise aux forces de l'opposition, mais plutôt à des jeunes civils armés, ils ont lieu dans un contexte particulièrement tendu. En effet, depuis janvier, chacun s'accuse d'être à l'origine des tensions et la presse locale en fait largement écho. Selon le militant de la société civile Termanian Gatouish, les activités de recrutement de l'armée sud-soudanaise sont perçues comme une manœuvre stratégique. Pour Edmund Yakani, autre représentant de la société civile, ces combats vont à l'encontre du cessez-le-feu. Il craint que le pays ne replonge dans une guerre civile à grande échelle. Les combats de Nassir rappellent l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la création de forces armées unifiées de plus de 80 000 soldats. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une centaine de personnes ont manifesté hier, lundi 17 février à Goma, devant les bases de MONUSCO, alors que la ville est sous contrôle du M23 depuis plus de 3 semaines. Des manifestants ont fait un sit-in devant les portes de la mission onusienne pour demander son départ, tout comme celui des autres forces internationales, mais aussi l'évacuation d'urgence des militaires de l'armée congolaise qui se seraient réfugiés dans les sites de la MONUSCO. La manifestation est organisée par des jeunes proches du M23, soutenus par le Rwanda. Ici, les messages sont clairs et les calicots affichent en toutes lettres. Nous exigeons le départ des forces SAMI RDC. Pour les manifestants présents, il n'y a pas de concession possible. La population de Goma a compris que ces éléments FARDC Ouazalendo peuvent se rebeller car les armes sont encore gardées dans les dépôts de la MONUSCO. Ils peuvent les récupérer et il y a encore des probabilités de guerre en ville pour ce manifestant. Sa présence est danger pour nous. On ne sait pas pourquoi on les a gardés dans le camp de la MONUSCO. Ce sont des soldats, pas des civils. Nous demandons la sortie urgente de ces gens, lance cet autre. À l'aéroport international de Goma, devant la mission de l'organisation de l'ONU, c'est le même son de cloche. Cet homme, présent sur place, est fermement déterminé à ne rien lâcher jusqu'au départ de la MONUSCO. Si la MONUSCO ne répond pas à notre demande, ça veut dire que nous allons rester là-bas, nous continuerons à faire des sit-ins afin que ces gens puissent sortir parce que ce n'est pas la MONUSCO, c'est la population qui est en danger. Des centaines de militaires de FARDC et leurs alliés Ouazalendo seraient réfugiés dans ce camp. Et ici, les relations entre la MONUSCO et le M23 sont tendues. Raila Odinga, l'opposant historique kenyan, a perdu face au ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. La présidence kenyane avait pourtant affiché une grande confiance dans l'issue de cette élection. Aujourd'hui, William Ruto en fait les frais. Pour de nombreux observateurs, le président kenyan serait la cause de l'échec de son candidat. Pour le sénateur Richard Oyonka, la diplomatie de William Ruto était un boulet au pied de Raila Odinga. Il lui reproche notamment son lien avec Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, paramilitaires engagés dans la guerre contre l'armée soudanaise. Le Kenya soutient également Israël et n'a pas condamné les atrocités commises à Gaza, poursuit le sénateur.
Mais c'est surtout la crise dans l'est de la RDC qui a pesé. Selon Kalanzo Moizuka, l'ancien vice-président de Mbai Kibaki, pointe du doigt la médiation ratée du processus de Nairobi, ainsi que la position ambiguë de William Ruto. N'est-ce pas dans la capitale kenyane que l'Alliance Fleuve Congo, branche politique du M23, est née. Et puis, il y a eu ce coup de fil au président français au lendemain de la chute de Goma, qui veut s'engager avec Emmanuel Macron sur des questions africaines, interroge Flo Lumumba, directeur de l'école de droit du Kenya. Enfin, selon l'avocat David Oshami, William Ruto n'a dupé personne sur ses intentions réelles. Il ne soutenait Raila que pour se débarrasser de son principal opposant, explique-t-il. 33 chefs d'État ont refusé d'être otages de la politique domestique kenyane. Conclut sur X le porte-parole du nouveau président de la commission. En Tunisie, l'opposante Abir Moussi a été brièvement hospitalisée dimanche 16 février au soir après 6 jours de grève dès la fin, emprisonnée depuis octobre 2023 et condamnée en novembre à 16 mois de prison pour avoir critiqué le processus électoral. La présidente du parti destourien Libre est l'une des figures de l'opposition au régime de Kais Saied. Déjà condamnée pour avoir critiqué le processus électoral, Abir Moussi risque encore 20 ans de prison supplémentaire dans le cadre d'autres affaires, dont une dans laquelle elle est accusée d'avoir voulu porter atteinte au gouvernement. Lundi, à peine sortie de l'hôpital, elle s'est présentée devant le juge à une audience où elle était convoquée au tribunal de première instance de Tunis. Abir Moussi comparaissait suite à la plainte pour diffamation d'une association qu'elle avait accusée d'être une extension des mouvements islamistes en Tunisie. Pour cette avocate, fervente anti-islamiste et femme de poing en politique, il s'agissait surtout avec cette audience d'envoyer un message, affirmer son respect pour l'État tunisien, malgré tout, face à une justice qui, selon ses mots, s'acharne contre elle. Devant le juge, elle n'a pas voulu parler, selon le récit de ses avocats. Depuis des jours, elle refuse que ses avocats la représentent à ses audiences, ne croyant plus à un procès équitable. Présidente d'un parti politique qui rassemble encore de nombreux sympathisants dans la rue, Abir Moussi est connue en Tunisie pour son franc-parler en politique et son opposition fréquente aux islamistes lorsqu'elle était députée entre 2019 et 2021. Sa situation actuelle a suscité la réaction des associations féministes qui ont dénoncé lundi son transfert dans une autre prison pour femmes à 60 km de Tunis. Elles ont également exprimé leur solidarité. Le verdict dans le cadre de l'affaire dans laquelle était jugé Abir Moussi, ce lundi sera prononcé le 24 février prochain. Alors que les discussions se déroulent en Arabie Saoudite entre les délégations américaines et russes, le premier concerné, l'Ukraine, n'est pas invité à Kiev. Après des derniers jours difficiles pour les Ukrainiens entre des annonces américaines qui signent la fin d'un consensus entre les alliés sur l'aide apportée à l'Ukraine et la continuation des frappes russes et des combats dans l'est du pays et dans la région de Kursk, tous les yeux sont tournés désormais vers les alliés européens. Pas de discussion à propos de l'Ukraine sans l'Ukraine. Ce qui avait été le mot d'ordre des alliés de Kiev a volé en éclats depuis la semaine dernière et les annonces successives de Donald Trump, Pete Hegseth et Kate Cullen sur un dialogue bilatéral Washington-Moscou que les Européens et les Ukrainiens n'ont pas pu que constater. À Kiev, passé la stupeur de ces annonces et l'abattement sur certains, les Ukrainiens et en premier lieu les gouvernements veulent croire en un sursaut européen et à des garanties de sécurité apportées par Bruxelles. Volodymyr Zelensky avait déjà suggéré des contingents étrangers sur le sol ukrainien en nombre suffisant pour dissuader les forces russes d'attaquer à nouveau. En cas de cessez-le-feu, décidé entre les deux parties. Sauf que ni le cessez-le-feu ni la présence des troupes étrangères en Ukraine ne sont encore des réalités. À ce stade, le président ukrainien affirme que son pays n'acceptera aucune décision prise bilatéralement sans Europe et sans Kiev par les États-Unis et la Russie et suggère qu'un envoyé spécial européen devrait être nommé afin de représenter les continents dans tout pour parler au sujet de l'Ukraine.
Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est en Arabie Saoudite pour rencontrer la délégation américaine. C'est mardi 18 février. Il a d'ores et déjà écarté cette idée en affirmant que les Européens n'étaient pas la bienvenue dans les discussions. Les délégations menées par les chefs de la diplomatie, écrit l'AFP, se sont retrouvées au palais d'Iria, dans la capitale saoudienne, selon un pool de journalistes présents dans la salle. Et c'est ici que s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.